dès qu'il s'agit d'argent qui est toujours dans une relation en fait où tu as l'impression que c'est une négociation entre un enfant et un parent de donne-moi de l'argent, non je t'en donne pas, et en fait je pense que ça c'est vraiment pas bon pour l'entreprise. Et moi je l'ai vécu, par exemple on avait recruté une CMO chez Botify qui était américaine et qui est tout de suite arrivée dans une logique de tiens je voudrais faire tel événement, ça coûte 50K, est-ce que je peux le faire? Et en fait moi j'étais pas du tout à l'aise parce qu'en fait en gros j'en sais rien de s'il faut faire cet événement ou non quoi. C'est-à-dire c'est pas à moi de savoir. Et moi mon rôle c'est de faire en sorte qu'on dépense de l'argent de l'entreprise pour des bonnes raisons qui vont donner le meilleur ROI, qui rentrent dans des conditions qui nous permettent de survivre et d'anticiper l'avenir. Et donc aller arbitrer sur est-ce qu'il faut faire tel événement ou pas tel événement, c'est pas trop mon rôle et j'ai même pas envie d'être là-dedans quoi. Donc je pense que c'est la nature des discussions qui doivent avoir lieu. Du coup je suis 100% aligné. L'idée c'est comment tu te mets au bon niveau, qui est un niveau en effet de partenaire, de discussion, et qui donne pas l'impression que tu es là pour aller demander telle autorisation ou telle autorisation. Je pense aussi qu'il faut définir des règles très claires, c'est-à-dire moi j'aime beaucoup dans les relations de travail d'avoir un clear contracting, c'est-à-dire t'arrives dans un rôle où tu as un CFO qui vient d'arriver, en gros dire c'est quoi, qu'est-ce que moi j'ai le droit de valider, qu'est-ce que j'ai pas le droit de valider, comment ça marche pour que j'engage une dépense, comment ça marche pour savoir où j'en suis de mon budget, enfin de définir toutes ces choses-là pour pas que la situation soit subie de en fait t'as dépassé ton budget, attends t'as dépensé 100 000 balles sur ce truc-là, t'aurais pas dû parce que j'étais pas au courant. Donc je pense que voilà, moi c'est beaucoup ça, je pense, le thème général que je vois, et de se rendre compte que le CFO en fait lui ce qu'il veut, enfin souvent c'est un rôle assez stressant et ce qu'il veut c'est que la boîte puisse survivre et donc faut faire un peu preuve d'empathie et je pense aussi de pédagogie, et on pourra y venir aussi parce que j'ai réfléchi un peu à ça, mais je pense qu'il y a un vrai rôle de pédagogue du CMO qui va éduquer le CFO parce que le marketing c'est beaucoup de choses qui sont pas forcément toujours héroïstes, notamment sur la brand, etc. Et l'illusion de croire qu'on peut mesurer tout le marketing est à mon avis totalement erronée. Et donc ça c'est un sujet que je pense qui est complexe pour les marketeurs et pour les CFO, et qui est peut-être à mon avis pas loin de la root cause de pourquoi il y a des problèmes quoi. Je reviens sur ton exemple de l'event. On va faire cet event, ça coûte 50K, est-ce que tu peux m'ouvrir le budget? À la place d'avoir cette approche, t'attends quoi en fait concrètement? Quelle aurait été la bonne approche? En fait, la bonne approche pour moi ça aurait été de dire voilà, genre déjà de se rencontrer randomly, de se dire voilà moi je suis CMO, j'arrive, ma vision de la stratégie marketing et de là où on doit mettre des budgets c'est tant, est-ce que tu peux m'expliquer combien on a de budget pour l'année en cours, parce que voilà moi j'arrive au milieu de l'année, je sais pas, déjà tu peux me dire comment a été construit le budget, combien on a, quel niveau de granularité il y a dans ce budget, où est-ce qu'on en est sur les dépenses, combien il me reste. Ok, très bien, maintenant est-ce que tu peux me dire en gros moi je vais t'expliquer comment je vois le marketing et comment j'ai envie de le déployer chez Botify. Donc en l'occurrence moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup dans l'event marketing, parce que j'en ai fait dans telle occasion ou que j'ai vu que ça pouvait très bien marcher, pourquoi j'y crois dans la logique de Botify, voilà comment j'imagine dépenser les budgets avec un gros footprint event, voilà comment je pense mesurer l'impact des events. Voilà, enfin c'est toujours pareil, c'est pour qui, comment, quel impact. Tu vois, si la personne elle a réfléchi à pourquoi elle le fait, quelle valeur ça apporte à l'entreprise et comment on va mesurer l'impact, déjà je suis rassuré, je me dis waouh, attends, la personne je suis entre de bonnes mains, j'ai pas un fou furieux qui fait juste des chèques, tu vois, parce que dépenser de l'argent en vrai c'est facile, si on y réfléchit, tout le monde peut faire signer un devis, tu vois. Donc je pense que tu as besoin d'être rassuré sur la personne, elle a une logique business, une vision, et elle travaille sur sa vision et elle est capable de comprendre qu'il y a des contraintes et qu'on peut pas faire n'importe quoi. Donc je pense voilà, je sais pas si ça répond. C'est très clair. Voilà. Et puis c'est un challenge mutuel. Je pense que si tu arrives dans mon bureau, tu me demandes 50 000 € et que je te les file en 2 minutes, c'est qu'en fait le CFO de la boîte, je m'inquiéterais un peu sur la boîte quoi. Donc en gros c'est vraiment c'est une relation de challenge, c'est-à-dire que on connaît pas votre métier, vous connaissez pas notre métier. Néanmoins, on est tous C-level, on est tous généralement un petit peu actionnaires aussi. Donc, c'est de se poser la question, de se dire, voilà, tu dois me convaincre. Et moi, et Charles l'a assez bien dit, je dois te convaincre que dans ma prise de décision, j'ai pris une décision qui était réfléchie, qu'elle soit positive ou négative, mais que je l'argumente. Et je pense que tu as besoin, on parlait d'enfants et de parents tout à l'heure, tu as besoin juste d'expliquer en fait. Et je pense encore une fois, je prends un exemple, ça m'est arrivé dans des boîtes d'avoir des prises de décision, notamment niveau COMEX, hyper rapides sur des décisions d'investissement, d'ouverture de pays, etc. Et en fait, c'est un peu flippant. Enfin, je pense que tout le monde a besoin de se mettre autour de la table, de réfléchir, de se poser et de créer cette relation.
Alors, il y a un petit truc qui me dérange dans ce que vous dites, c'est qu'on parle de relations d'égal à égal, on est C-level, on est censé avoir tous un bon niveau d'expertise, et vous dites qu'il faut vous convaincre. Qu'il faut vous convaincre que notre stratégie est la bonne, que les tactiques qu'on met en place sont les bonnes, et que le budget qu'on veut opérer est le bon. Pourquoi est-ce qu'on parle de convaincre plutôt que de confiance ? Je pense que, alors c'est une bonne question. Je pense que quand je dis convaincre, je suis plus dans une notion d'explication, c'est-à-dire de me dérouler le plan, de m'expliquer, on parlera des KPIs un peu plus tard, mais de m'expliquer les KPIs impactés, etc. Et après, oui, il y a de la confiance, mais ce que je veux dire, c'est que la confiance n'exclut pas le contrôle déjà. Qu'à la fin, le big... alors, il y a 5 minutes, j'ai dit qu'on voulait pas voir le mauvais rôle, mais la personne qui est quand même censée être le giga contrôleur, celui qui monitore, etc., c'est quand même le CFO. Et donc il y a de l'explication à faire. Après, à la fin, c'est pas moi qui vais décider, et Charles l'a dit, c'est pas à moi de dire il faut faire cet event ou il faut pas faire cet event. Je veux dire, vous êtes des grandes personnes, vous avez un budget, vous le tenez. Après, je vais faire une réponse de Normand, si tu prends sur cette poche que t'as pas, faudra économiser sur une autre poche. Enfin, ça, c'est des dépenses, c'est des réponses un peu de Normand, mais qui marchent assez bien. Non, c'est ton budget, c'est ton argent, c'est ton périmètre. Donc, en revanche, cette notion de sparring où tu vas en fait m'expliquer plus que me convaincre, je pense que le mot explication est peut-être plus adapté. Oui, c'est de l'éducation. C'est de l'éducation. Et après, qui je suis moi pour valider une dépense ? Je suis personne en fait. Je connais pas plus le marketing que je connais les RH. Donc, en revanche, je pars du postulat que si tu arrives à m'expliquer, si tu arrives à passer un peu l'emmerdeur qui va te demander le ROI, le délai de règlement, enfin des trucs très pointilleux, mais qui va te demander ça, et qu'à la fin je me dis comme dit Charles, elle connaît son affaire, on y va. Voilà. Ouais, écoute, j'aime bien ta question. Je pense qu'en fait, pour moi, le rôle du CFO, en tout cas un bon CFO, c'est quelqu'un qui est garant de comment tu déploies du capital dans l'entreprise. C'est-à-dire en gros, pour moi, la raison d'être d'un CFO, c'est de définir comment on déploie du capital. Le CMO, il déploie du capital. Donc il déploie du capital sur sa partie, mais c'est son rôle de déployer du capital parce que tu fais des investissements avant d'en voir le retour, quoi. Donc tu as un peu ce truc-là de presque matriciel, tu vois, c'est-à-dire oui, t'es friend, t'es au même niveau, mais en même temps, t'es censé être challengé, tu vois. Et je pense que c'est ça le sujet, c'est beaucoup un sujet interpersonnel, parce qu'en fait, c'est un sujet de est-ce que tu es capable de te faire challenger, toi en tant que CFO, toi en tant que CMO, est-ce que tu arrives à construire cette relation où tu acceptes d'être challengé, tu acceptes de comprendre la logique de l'autre, tu acceptes aussi qu'il te challenge. Donc moi, mais il y a quand même, moi je crois quand même qu'il y a une notion de conviction. Tu vois, t'as raison, tu peux faire confiance de base. En fait, tu arrives dans un job, si tu crois que à ce level-là, tu vois, genre les gens vont naturellement te faire confiance à 100%, et le CFO qui dit bah oui, dépense tout ce que tu veux, il y a pas de problème, tu reverras. Je pense qu'il y a peut-être un sujet sur la personne, tu vois. Donc à mon avis, je pense que c'est un truc hybride où il y a une sorte de, au début tu es dans un truc de on se connaît pas. J'ai un peu confiance, mais j'ai pas 100% confiance. En plus, je suis français, donc j'ai jamais 100% confiance de base, tu vois. Et donc, j'ai envie de comprendre quand même comment tu réfléchis. Et est-ce que tu te poses les bonnes questions avant de te donner, tu vois, les moyens de dépenser l'argent comme tu as envie. Après, je pense qu'il y a plein de personnalités. Voilà, moi, j'ai la mienne, c'est-à-dire, j'aime bien, je vais pas attendre un an avant de me dire, faisons un bilan au bout d'un an, maintenant que tu as dépensé 5,3 millions, de voir si c'était bien ou non. Moi, je vais plutôt essayer de comprendre comment on va les dépenser, pourquoi, surtout si c'est conséquent. Ça dépend évidemment de plein de choses dans la boîte, de quel est le contexte financier. Est-ce que tu es dans une phase où tu as besoin de déployer énormément de capital et donc tu acceptes de faire des erreurs et déployer parfois de l'argent dans des trucs qui marcheront peut-être moins parce que tu es dans une... Enfin, ça dépend vraiment de ta phase de business, tu vois. Et ça dépend aussi de ton historique de est-ce que tu as des boîtes où les channels qui fonctionnent, tu les connais très bien. Voilà, à Skello, on sait que le paid marketing, on sait que c'est ça les KPI, on sait qu'en dépensant tant, on a ça. Quand on dépense plus, on n'a pas tellement plus. Quand on dépense moins, on a plus. Enfin, on n'a pas tellement moins. Donc, en gros, je pense que tu as aussi beaucoup l'historique et d'être capable de te rassurer sur, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je pense qu'il y a aussi un gros truc de, tiens, j'ai analysé quand tu veux construire la relation, j'ai analysé tout le passé, les chiffres là où on a dépensé des trucs, qu'est-ce qui, dans les grandes masses, tu vois, parce que tu peux pas vraiment, quand tu regardes dans le détail, c'est souvent, t'en tires assez peu de choses, mais de au moins comprendre les grandes masses, de dire qu'est-ce qui fonctionne, c'est quoi le ROI sur les différents trucs.
Voilà, donc ouais, je pense qu'il y a quand même une notion de conviction, en tout cas me concernant, et je pense que les CFO, comme je le disais, c'est des gens assez stressés. Enfin, je l'ai été, et je pense que c'est stressant parce que on te regarde à la fin de pourquoi la boîte elle a plus de thunes, et donc en fait, il faut juste être un peu empathique et comprendre que c'est une personne qui porte la responsabilité du bank account, en fait, c'est toi qui envoie la boîte dans le mur si t'as pas tiré la sonnette d'alarme quand il fallait le faire, quoi. Voilà. Sur la relation aussi, c'est quoi le type de routine que vous recommandez d'avoir du coup avec le CMO? Alors moi, généralement je mets en place, c'est que je mets des weekly ou des bi-weekly avec tous les membres du COMEX. Donc C-level, VP, enfin tous ceux avec lesquels je pense qu'il y a une interaction à avoir. Voilà. Et après, on démarre souvent par un petit. J'aime bien démarrer moi mes weekly ou mes points par comment ça va, etc. Je pense qu'il y a un vrai sujet. je termine juste ma phrase avant que vous marrez tous. Il y a un vrai sujet de dédiabolisation d'un côté et de compréhension de l'autre. Et je pense que c'est une relation qui est particulière parce que le marketing, c'est un métier d'expert. Et le CFO, c'est un métier d'expert, mais qui a une connotation. Et je trouve que cette routine, elle doit un peu être adaptée à ça. Et je trouve que toutes les choses qu'on peut faire pour casser un peu cette diabolisation et du coup réduire un peu le niveau, enfin pas réduire l'expertise, mais comprendre l'expertise, je pense que c'est important. C'est important. Et donc de prendre, je parlais de ça va, mais c'est cette météo en disant tu as fait cet event il y a une semaine, comment ça s'est passé, etc. Et pas juste de rentrer dans le dur, dire voilà, en octobre, tu avais dit que tu avais dépensé 100 000, tu as dépensé 120 000. Enfin, d'arriver les manches retroussées et la bave au coin de la lèvre en disant je vais te défoncer la gueule parce que tu as dépensé 20 000 de plus. C'est vraiment cette routine doit s'inspirer de cette relation qui est, en fait, on est tous les deux des C-level, on est tous les deux des managers dans la boîte. Donc nos équipes se parlent entre elles. Donc on peut avoir des sujets aussi de t'as vu, il y a une sale ambiance, comment ça se passe dans tes équipes, enfin tu vois, et vraiment expliquer. Voilà, j'ai fait 5 boîtes différentes en tant que DAF. Dans les 5 boîtes, le marketing avait une expertise différente, une manière de travailler différente, B2B, B2C. J'ai fait de la marketplace où tu acquiers des gens des deux côtés. J'ai fait du pur B2B avec des cycles de vente à 18 mois et à chaque fois, il a fallu que je reparte de zéro et c'est peut-être le seul département où il a fallu qu'à chaque fois je reparte de zéro. Parce que les RH, c'est les RH. Le commercial, oui, B2B, B2C, c'est un petit peu différent, mais à la fin, au bout d'une semaine, 2 semaines, tu as compris. Le marketing, il m'est arrivé au bout de 3-6 mois d'avoir encore des questions sur comment ça marche. Parce que c'est un vrai métier d'expert et chaque boîte est différente. Je vais rebondir aussi sur ça. Merci de nous voir comme des experts. J'aime bien quand tu parles comme ça. De côté CMO, les routines, parce que c'est pareil, mais c'est une autre perception sur la routine qu'on a, en tout cas moi que j'ai avec mon CFO. Alors oui, on commence par salut, ça va. Mais après, nous, on fait une revue de pipe direct. On est direct dans les chiffres. On en est où? Est-ce qu'on est en retard, pas en retard? Est-ce qu'on a besoin d'un extra budget ou pas pour aller faire notre target? Ou est-ce qu'on a un peu trop de budget et du coup, qu'est-ce qu'on peut préparer pour le quarter d'après? Mais tous nos débuts de meeting avec le CFO, qui sont en bi-weekly aussi, ça commence par une revue de pipe. Après, on parle du reste. Donc, on ne parle pas du budget. On parle vraiment de où en est la situation financière de l'entreprise. Ouais, moi je trouve ça, en effet, moi je suis pas forcément pour avoir un weekly. Si j'étais CFO, je pense que toutes les 2 semaines ou tous les mois, ça m'aurait suffi dans pas mal de contextes. Après, je pense que les budgets peut-être que John avait étaient plus gros, mais j'ai tendance à penser que t'as pas forcément besoin d'avoir une relation non plus super proche entre un CFO et un CMO. Et par contre, j'aime beaucoup ce que tu dis. Et je pense que, en fait, moi personnellement, je pense que les CFO sont des gens assez cartésiens et assez orientés autour des chiffres. Et moi personnellement, ce que je peux vous dire que j'aime beaucoup, et je pense pas être le seul, parce que je pense que les CFO sont des gens qui n'aiment pas se faire vendre des choses, et du coup quand t'as quelqu'un qui est dans une posture de vente, tu le sens assez vite et en fait ça te met mal à l'aise parce que quand t'es CFO, t'es quelqu'un, voilà, t'es plutôt cartésien, carré, etc., rigoureux, et je fais des généralisations mais je pense que ça donne quand même une idée. Quand quelqu'un vient avec une posture de vente et n'a pas de fond, tu le sens assez vite parce que tu poses 3 questions, t'as pas une réponse claire, et donc c'est quelque chose qui peut bloquer.
moi personnellement, qui me bloquerait, qui m'interrogerait beaucoup sur la compétence de la personne, en tout cas sur les sujets qui m'intéressent. Et donc je pense que aller sur les chiffres, c'est hyper important. D'ailleurs, par exemple, Elliot avait vraiment ça, c'est-à-dire que c'était toujours on n'a pas bien fait ça, on a bien fait ça, et c'était pas du tout un truc de voilà, c'est génial, waouh, c'est incroyable tout ce qu'on fait au marketing, c'est insane. Non, c'était vraiment un truc très froid de voilà les chiffres. Et aussi le deuxième point, c'est je pense d'avoir une vision très holistique de la boîte. Donc tu l'as un peu parlé du pipe. Moi je pense qu'il faut parler même du revenu. En fait, tu vois, comme je le disais tout à l'heure, je pense que le marketing c'est pas un truc dont il est facile de mesurer toujours l'impact, parce que tu peux faire et donc je pense que c'est très dangereux d'avoir la notion de, je pense que vous l'avez certainement tous vu, mais de un marketeur qui est incentivé que sur des MQL et des sales qui vont être incentivés que sur la conversion des MQL et la monétisation de ces MQL. Ça c'est des trucs vraiment pourris, parce qu'en fait ça crée des énormes silos où chacun a assez peu d'ownership sur le résultat général de la boîte. Et donc moi je pense qu'en n'ayant pas une posture de sales et défensive, mais une posture de je regarde les trucs assez froidement, j'essaie de vraiment voir qu'est-ce qui marche pas, je me mets dans la logique de je suis fondateur de la boîte moi-même, et de quoi je suis content et de quoi je suis pas content, sans essayer de me protéger, et je regarde vraiment in fine le résultat, et je repars de ça et j'essaie de remonter le truc en disant voilà tous les endroits où on peut se poser des questions, et pas tout de suite de dire regarde le taux de conversion des MQL il est moins bon, oh là là les sales je t'avais dit ça va pas en ce moment, tu vois. Et donc je pense que ça c'est vraiment un truc qui détruit la relation. À l'inverse, la nourrir, c'est de se dire qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche pas bien. Voilà. Donc pour moi, il y a des actions qui nourrissent la relation et il y a des actions qui la détruisent. Et je pense qu'il faut être focus sur des choses qui nourrissent la relation. C'est de la fiction ce que tu viens de dire là, ce type de bataille. Là. Ça n'existe pas dans les boîtes normalement. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette thématique? Yes, ça fait plaisir. J'ai le micro juste ici, je vais te le passer. Alors ça c'est un micro. Tiens, je te le passe, après il faudra juste te donner... vous parlez dedans, et une fois que vous avez fini votre question, s'il y a une autre question dans la salle, vous pouvez le jeter directement à la personne, ou bien le garder à vos pieds en attendant. Et si tu peux te présenter, Ouais. Leslie. Heureusement que j'ai levé la main en premier, comme ça je dois pas l'attraper. Donc bonjour, je m'appelle Leslie, je suis VP Marketing chez CoachHub. Ma question, en fait, je trouve ça intéressant ce que vous venez de dire. Je trouve que c'est une vision un peu théorique, très honnêtement. En marketing B2B, la question de l'attribution, elle est extrêmement compliquée et moi, personnellement, c'est mon sujet le plus compliqué dans mon job. Voilà, merci. C'était ta transition parfaite, Jordan. Bah oui. Donc, on s'était calé avant. On l'a préparé. Voilà. Et du coup, tu vois, quand tu disais avoir une vision, c'est pas la peine de se mettre dans une posture sales, c'est pas la peine de vendre, faut arriver avec les chiffres et dire voilà, ça a marché, ça a pas marché. Parfois, non seulement on ne sait pas ce qui a marché, ce qui a pas marché, mais parfois c'est même un peu trompeur. Tu vois, tu vas pouvoir dire par exemple, moi, mes deals qui ont closé cette année, ils viennent tous de Google Ads. Ok, mais donc est-ce que ça veut dire que j'arrête de faire du LinkedIn Ads parce qu'en fait le LinkedIn Ads c'est de la brand et que j'ai pas de revenu qui est associé? Bah non. Et en fait, je trouve que du coup, il y a quand même, enfin, je réponds peut-être un peu à ma propre question, mais je trouve ça intéressant de faire aussi de la pédagogie en fait envers les personnes que tu dois entre guillemets convaincre en disant il y a ce que les chiffres disent et oui, il faut essayer d'aller au plus près des chiffres et il faut essayer d'expliquer, mais est-ce qu'il y a de la place quand même pour un storytelling et pour faire de la pédagogie sans pour autant passer dans un mode sales, mais tu vas dire il y a d'autres actions qu'on met en place qui sont de la brand, qui sont du positionnement, qui sont du market share entre guillemets. Bon là on vient de finir l'intro, hein, les gars, c'est... On est dedans là. Alors, il faut nous voir comme des super analystes qui passent leur temps à naviguer entre passé, présent et futur. On n'est pas des experts du marketing, vous savez tous beaucoup mieux que nous comment ça marche. En revanche, nous expliquer avec des mots très simples que tu ne sais pas, ou que ce qui a marché dans le passé n'a pas forcément marché maintenant, ou que ça fait 10 fois que ça marche, que là ça n'a pas marché, que tu comprends pas mais que tu vas quand même continuer parce que c'est certainement un point d'anomalie, etc. Tout ça, on peut l'entendre. Voilà. Et encore une fois, cette posture d'analytics qui se réfugie, et c'est souvent le cas, et je parlais de ma nouvelle expérience chez Freeland, je suis avec des gens qui sont obsédés par ce qui s'est passé dans le passé. Et je trouve que dans la tech, on a parfois tendance à se faire présent, futur, et à pas se dire qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a marché, etc. Et donc, être toujours entre avoir une explication très simple
aussi simple qu'elle puisse être, en disant bah voilà, j'ai tenté ça, ça a marché 10 fois, là ça n'a pas marché, ou j'ai jamais tenté ça, mais je pense que ça va marcher parce que j'ai entendu, etc. Tout ça, on peut l'entendre. Après, il faudra évidemment, parce qu'on est des emmerdeurs, il faudra le mettre dans un Excel, et il faudra le truc, etc. parce que c'est notre job et que voilà. Mais à la fin, on est censé, et je pense que si vous regardez une job offer pour un CFO aujourd'hui, le côté analytique, en plus de l'interpersonnel qu'évoquait Charles, est hyper important parce qu'on est censé être quand même dans la salle le représentant de l'analyse. Alors évidemment, vous savez aussi en faire, mais challenger l'analytique, challenger passé, présent, futur, c'est comme ça qu'on va créer une relation. Voilà. Et après, c'est pas à moi de dire il faut faire du LinkedIn, il faut faire du Google, il faut faire du TikTok. J'ai aucune expertise là-dessus. En revanche, si tu me dis bah ça fait 10 fois qu'on fait ceci et la 11e fois ceci, là je peux l'entendre. Et Leslie, je vais juste rajouter un truc. En effet, on a tous ce problème d'attribution dans toutes les boîtes. Nous, ce qu'on fait de façon très concrète pour présenter le budget, du coup, enfin, le BP à notre CFO avec nos problèmes d'attribution qui sont à moitié en first touch, à moitié en last touch, donc qui veulent rien dire, c'est on construit un payback avec l'intégralité du cost marketing en intégrant la brand avec sur la partie inbound, self-acquisition, enfin ou PLG, etc. Et on englobe tout sur un coût marketing global pour dire notre payback, c'est ça au marketing. Et comme ça permet de diluer un peu ces sources d'attribution. Et après, nous, quand on fait le marketing mix pour le plan marketing plus détaillé, là, on va rentrer dans le détail. Et nous, on sait entre marketeurs comment est-ce qu'on fait le split et on réadapte le budget. Enfin, on sait tous, hein, on se réadapte le budget au fur et à mesure des mois en fonction de ce qui marche pas. Mais en tout cas, on regarde holistiquement un payback marketing global. Et juste pour compléter aussi, parce que ça rejoint aussi ce sujet-là, qui est... valoriser de la brand auprès d'un CFO, comment on fait ? Bah, en fait, moi je trouve que ça c'est une méthode que tu peux toujours utiliser dans la vie. C'est-à-dire en fait, plus tu vas vouloir être granulaire sur quelque chose, moins tu vas être précis en général. Enfin, en tout cas sur l'entreprise. Je parle pas de physique quantique, mais et du coup, je pense que cette méthode de dire, en fait, si tu regardes les grandes masses, c'est quoi tout le budget que tu as dépensé, c'est quoi ce que tu as généré comme revenu. En fait, tu as déjà une idée de est-ce que ta trend elle est bonne ou pas, et après du coup, c'est qu'une question de est-ce que c'est poche droite, poche gauche, tu vois, enfin. Et donc je pense que c'est toujours bien de zoom out et donc ça franchement c'est une super bonne réponse j'ai trouvé et j'y crois beaucoup. Et après il y a un autre truc, c'est je suis en train d'oublier mon propos, mais non, sur la pédagogie, il y a 100%. En fait, ce que tu disais, c'est il y a 100% de la place pour de la pédagogie. Le truc, c'est d'avoir une approche consciente du truc. Et tu vois, je te donne le mauvais exemple. Si tu veux un truc très pratico-pratique, c'est oh, j'y crois à fond à cet event, faut y aller, tu vois. Et ça, en fait, moi, c'est déjà des trucs que j'ai entendus, quoi, tu vois. Et en fait, il y a pas de rationnel dedans. C'est pourquoi t'y crois, tu vois. Sinon, c'est cool de se dire j'y crois à fond, mais pourquoi t'y crois? Quels sont les exemples que tu peux avoir? Et il y a un truc que tu peux faire aussi, c'est aussi des benchmarks, tu vois, des trucs de marché, de dire voilà, regarde, 1 euro investi en brand dans telle boîte, ça a été prouvé par McKinsey que, tu vois, enfin, après, c'est souvent un peu bullshit, mais en vrai, quand tu prends pas mal de data points, t'as quand même des trucs qui te permettent d'avoir des proxys de valeur. Tu vois, par exemple, bah, ton non-branded keyword, tu vois, ou la force de ta marque sur Google Trend, tu vois, des trucs comme ça. T'as forcément des proxys que tu peux utiliser, qui te donnent une idée de, est-ce que ta marque, elle est plus ou moins forte dans le temps. Alors, tu pourras pas la voir au mois par mois, mais tu peux dire, voilà, l'année dernière, on a investi tant en brand et on avait notre marque qui était plutôt en déclin. Regarde, si on regarde 2-3 data points, SEMrush, j'en sais rien, tu vois. Et cette année, on a mis plus en brand et regarde l'impact que ça a. Et puis, on le voit finalement à la fin, que notre overall, tu vois, acquisition en overall a augmenté de 30% avec un budget qui a été augmenté que de 10%. Donc, tu vois, tu reviens sur les grandes masses, ce que tu disais. En fait, ça te permet de dire, ah ouais, en fait, il y a un truc qu'on n'arrive pas forcément à bien mesurer, mais en fait, qui est assez puissant, quoi, tu vois. Et c'est ça qu'il faut réussir à faire, je pense. Donc, voilà. Sur la partie marque, je pense que, alors déjà, juste pour que vous l'ayez en tête, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà participé à ce genre d'exercice, ce qu'on appelle un PPA, c'est-à-dire une valorisation de marque. C'est-à-dire que quand tu as des transactions, donc on a la boîte que j'ai rejoint, on a acheté une boîte l'année dernière, et donc il a fallu qu'on fasse, c'est légal, et donc il a fallu qu'on valorise la marque. Donc tu as des cabinets qui sont spécialisés, alors c'est des méthodes qui sont très financières, mais qui existent. Et en fait, le learning de tout ça, c'est qu'en fait, je pense que tu peux toujours te raccrocher à 1, 2, 3 KPI pour valoriser ta marque. Et je pense que c'est ça que le CFO il va entendre. Alors ça ne veut pas dire que parce que les KPI baissent, la marque est en déclin, etc. Mais je pense que le côté la marque elle cartonne, enfin les mots un peu très subjectifs qu'évoquait Charles, tu peux toujours
Et c'est ton job aussi de pédagogie auprès de quelqu'un qui comprend pas ou qui est un peu obtus sur les chiffres, de trouver quel est le KPI ou les 2 ou les 3 KPI qui valorisent ta marque. Est-ce que c'est un nombre d'utilisateurs? Ça peut être très global, hein. C'est pas forcément être un coût d'acquisition. Enfin, c'est juste, ça peut être un truc très très macro. Mais moi, je trouve que c'est une bonne méthode et c'est comme ça généralement que les gens avec lesquels j'ai travaillé ont réussi à me convaincre de me dire la marque elle est connue parce que regarde en 5 ans ce KPI là a augmenté de tel ou tel truc. Et juste avant que tu répondes, je ferai juste attention à ce que tu as dit Emmanuel sur cette espèce de zoom out sur le marketing. Faites attention tous, parce que ça on n'aime pas trop, enfin moi j'aime pas trop perso, à ce que votre budget soit pas perçu comme une espèce de fourre-tout où c'est tout le temps poche droite, poche gauche. Parce que si vous faites ça, en gros pour quand on se casse la tête à faire 4 semaines de réunion de cadrage, je vous file 2 bars, la boîte vous file 2 bars et vous en faites ce que vous voulez, voilà, et parce qu'on y croit, mais je pense que garder cette notion de zoom pour faire des réallocations dans l'année, c'est très bien, et de se poser des questions intelligentes, de dire tu dépenseras plus là ou moins là, etc., c'est très bien. Mais d'attaquer tout de suite en disant t'inquiète pas, j'ai 2 millions et je les dépenserai, moi j'aime pas. Alors c'est pas exactement ça. C'est plus de se dire comment est-ce qu'on arrive à valoriser le budget pour la marque en l'intégrant dans le marketing payback pour ne pas avoir à négocier sans cesse avec vous qu'il faut investir sur la brand versus la perf parce que tu as les résultats court terme versus les résultats long terme et que souvent les CFO vont regarder le MRR ou l'ARR qu'on a généré versus sur du long terme, et c'est pour ça qu'on regarde le payback pour se dire si on investit tant sur la marque qui va varier en effet en fonction de si on est en retard ou pas sur notre revenu, mais en tout cas si on investit tant dans la marque, notre payback sera tant, mais sur du long terme on va pouvoir le diminuer. Alors là-dessus je me permets, mais je pense que s'il doit y avoir un mec ou une nana dans la boîte qui est le garant du long terme, ça doit être le CFO. Et je pense que si vous avez en face de vous des CFO qui pensent à la petite semaine, à 15 jours, 3 semaines, un trimestre, il faut les challenger. Le garant du temps long dans une boîte, Charles parlait de capital, il parlait pas de dépenses. Capital, par notion, c'est quelque chose qui est au temps long. Pour moi, le garant du temps long dans la boîte, c'est le DAF. Oui, mais qui est poussé par le CEO et les investisseurs sur des revenus court terme. Mais non, moi je ne suis pas challengé sur... c'est le sales qui est challengé, c'est le marketing qui est challengé. En revanche, de dire... la vision long terme, porter une vision long terme, dire ce mois-ci il était... En revanche, oui, il est challengé par le board, mais c'est à lui, quand il a le board en face ou le CEO en face, de dire on a raté le mois d'octobre 2024, mais en fait juste c'est pas grave, on fera celui d'après. Et donc je pense qu'il faut vachement challenger, et vous allez me dire, non mais vous allez me dire ça, mais honnêtement, toutes les organisations... Et il s'avère que les deux dernières boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, c'était des filiales de corporate. Et donc, je parlais des CFO, qui étaient quand même des CFO assez puissants dans l'organisation et qui étaient, dans l'ensemble, beaucoup plus puissants qui comptaient beaucoup plus que des CFO dans la tech. Et ils m'ont tous dit, et ils ont tous transpiré ça par leurs actes, qu'en fait, notre job, c'est d'être le garant du long terme. Et je trouve que s'arrêter... Évidemment qu'il y a les contraintes du monde extérieur, évidemment qu'il y a le board pack, évidemment qu'il y a le CEO, évidemment qu'il y a tout ça, je suis d'accord. Mais un CFO qui pour moi s'arrête au trimestre ou au quadrimestre ou à l'année, il faut le challenger là-dessus. Il faut le challenger là-dessus et il ne faut pas hésiter à le faire. Je parlais de relations d'égal à égal tout à l'heure. Il faut pas hésiter à le faire parce que ce qu'on investit, et j'aime bien le mot capital, on n'a pas parlé de dépenses, on a parlé de capital. Et le capital, par définition, c'est un ROI, c'est une notion de temps long, c'est une notion de retour sur investissement, etc. C'est pas une note de frais. Une note de frais, oui, ça dure 5 minutes, etc. Mais je trouve que c'est aussi votre rôle de challenger la personne en face de vous en disant mais en fait, ce que je suis en train de faire, c'est horizon 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ouais. Je rajoute juste un tout petit truc, ça c'est en effet quand tu as un CFO qui est bien formé, qui est intelligent, etc. Donc s'il l'est pas, en fait
t'as deux options, c'est soit tu le formes, tu fais de la pédagogie, tu vois sa réaction, soit tu lui caches des budgets. Enfin, ça reste toujours une option en vrai. Hein. Si t'as quelqu'un qui est complètement con, bah en fait, t'as peut-être intérêt à juste noyer le poisson et comme ça t'es tranquille. Enfin, en vrai, si t'es pragmatique, c'est quand même ça. Donc moi, je pense qu'il y a quand même, ces options-là. Moi, je sais plus ce que je voulais dire d'autre, mais en tout cas, je pense que c'est clair il faut se dire, soit j'ai quelqu'un, enfin, faut être capable d'évaluer la personne et de regarder en fonction de la personne que vous avez en face. Est-ce que c'est quelqu'un qui va être sensible à ces discours? Et pour moi, ça revient encore une fois à avoir une approche consciente de comment tu fais ton travail. Est-ce que tu as quelqu'un de vraiment intelligent qui comprend la logique, tu es capable de lui exprimer et qui va dire, ah ouais, c'est grave cool. Ah oui, non, c'est ça le point qui est important, c'est que les CFO ont vite peur. Et du coup, il y a un truc sur lequel tu peux jouer, c'est la peur. Et la peur, c'est de dire, regarde cette boîte qui n'a pas investi dans sa brand et qui est morte. Tu vois? Et donc, je pense que ça, c'est un bon point d'éducation, c'est de dire, voilà ce qui peut nous arriver. Regarde, c'est exactement les mêmes charts qu'il y avait entre telle marque qui a totalement disparu, tu vois, je sais pas, Tupperware, non, ça a pas vraiment disparu, mais tu vois, tu prends vraiment le cas qui a fait flipper tout le monde et tu dis, regarde, on est sur la même trend, donc en fait, si je continue, en fait, dans 10 ans, on est pareil, donc il faut qu'on investisse dans la brand. Combien on est capable d'aller chercher au maximum pour investir sur le long terme, quoi. Je suis stressé et j'ai peur. Il m'a rhabillé pour l'hiver, mon ami Charles. Juste, peut-être avant la question, juste je voulais terminer parce que tout à l'heure tu disais oui, il y a les KPI pour la brand. Tu disais 2-3 KPI. Tu peux donner des exemples? Ouais, je peux donner des exemples. Alors sur une marketplace, nous on utilisait beaucoup le nombre de users des deux côtés. Donc Stuart, on avait coursier client, bah, c'était nombre de coursiers, nombre de clients. On peut utiliser le nombre de visiteurs uniques sur le site. On peut utiliser des trucs très basiques. Et là, dans la boîte que j'ai rejoint, bah, on fait du portage salarial. Donc c'est en gros le nombre de consultants. Donc en gros c'est le nombre de users. Le nombre de users qu'on a débloqué sur le. Nous on regarde aussi beaucoup le branded keyword, tu vois, donc le pourcentage de trafic qui vient de keywords qui contiennent la marque. Tu peux avoir aussi, je disais tout à l'heure, Google Trends. Et après, je pense que les boîtes qui sont plus avancées, elles utilisent par exemple, t'as des share of voice, tu vois, des analyses de share of voice. Alors après, ça c'est quand ça vaut pas le coup de payer un truc 50K à l'année si t'as pas un budget brand de plusieurs millions, tu vois. Mais t'as des méthodes un peu scientifiques. Je pense que tu vois les L'Oréal, Co, ils ont des sondages de brands et du coup t'as des instituts spécialisés aussi. Donc après, c'est une question de combien tu mets, quelle est la taille de ton budget brand, mais t'as quand même plein de trucs, t'as quand même pas mal de proxy. C'est sûr que quand t'es un peu dans le middle ground comme nous, tu vois, où on dépense pas mal en brands, mais nous on a aussi, je pense dans la boîte, on a un CEO qui adore l'émotion et qui dit bah en fait le marketing c'est de l'émotion, etc. Donc en fait tout le monde est un peu éduqué à ça. Mais c'est vrai que quand t'es un peu dans le middle ground de je dépense 500K, 1 million à l'année en brand, c'est vrai que t'as pas beaucoup de KPI en vrai purement brand, quoi, tu vois, qui enlèvent totalement l'acquisition. Mais donc c'est sûr qu'il y a une notion de confiance, quoi, à la fin. Question. Faut activer le cube. Est-ce que le cube est activé? Ouais. Oui. 1, 2. Ok. Donc j'ai senti une petite tension entre vous deux là sur le sujet de l'allocation du budget, on va dire top-down et la perf contre le branding, qui sont deux sujets très importants. Mais est-ce que les CFO, notamment dans une dynamique de start-up scale-up, qui n'est pas tout à fait le cas de L'Oréal, même si en école de commerce on apprend qu'il y a un pourcentage de marketing qu'on doit allouer par an pour performer, quels sont vos benchmarks? C'est-à-dire que est-ce que vous faites un reset sur la proportion du budget marketing dans l'ensemble au moment de l'explosion, la nécessité d'exister sur un marché où on n'est pas connu du tout? Une scale-up, c'est très différent puisqu'on commence à être connu, on commence à avoir une masse critique qui porte. Et enfin, une stabilisation à terme. Est-ce que vous faites un reset de la proportion du budget marketing qu'il est souhaitable d'avoir par rapport à des benches français, européens, mondiaux? Alors oui, je pense que chaque phase, de la même manière que le CMO change de rôle quand la boîte évolue, le CFO aussi. Enfin, on a tous des jobs et des missions et des quotidiens qui évoluent quand la boîte évolue. La notion de bench, elle se rapproche assez de ce que je répondais tout à l'heure, c'est-à-dire passé, présent, futur, c'est-à-dire voir ce qui se passe ailleurs, ce qui s'est passé ailleurs et ce qui se passera chez nous ou ailleurs. Donc oui, le pragmatisme d'être capable de dire voilà ce qu'on a fait sur les 3 premières années, voilà ce qu'on va faire sur les 3 prochaines années, de se dire bah ça on avait un taux de conversion de temps, là on estime que le taux de conversion ou le coût d'acquisition marginal il va être plus important parce que ceci, parce que cela. Oui, il faut pas être, il faut être capable de se benchmarker en permanence, mais je vous renvoie aussi la question, c'est-à-dire c'est aussi à vous de m'apporter les benchmarks, les datas,
parce que vous, j'ai un interlocuteur avec vous, mais dites-vous que quand je fais un budget, comme vous, j'en ai 12. Donc c'est aussi à vous de m'éduquer, de venir avec des informations, de venir avec ce qui marche et ce qui marche pas. Et moi, je vais être une éponge. Moi, je vais être capable, parce que le lundi à 9h, je vais vous voir vous, et puis après, je vais voir les RH, puis après, je vais voir les opérations. Et donc, il faut aussi, le plus vous allez arriver préparé avec ces benchmarks-là, et avec cette capacité à dire, écoute, 2023, c'est 2023, 2025 sera différent, le mieux, ça va être pour moi. Donc oui, il faut être capable d'être pragmatique, agile, d'écouter. Et voilà. Et je rajouterais juste une chose. On parle beaucoup de marketing truc. Et moi, ça m'est arrivé dans des boîtes, notamment chez Stuart, qui avait un marketing B2B assez important. Parlez à vos contreparties, notamment sales, notamment produits, etc., avant de venir nous voir. C'est pas à nous de faire le passe-plat entre le marketing et les sales, entre le marketing et le produit, etc. Et moi, je trouve que ça m'est arrivé beaucoup de dire, le marketing vient voir en me disant, voilà mon budget, voilà les leads, voilà le taux de conversion. T'en as parlé aux sales. Ah non, j'en ai pas encore parlé aux sales. Ok, mais en fait, t'attends quoi en fait? Parce que c'est pas à moi d'aller prendre mon bâton de pèlerin pour aller parler aux sales, pour aller parler aux produits si t'es sur du product marketing. Et ça, je trouve que cette notion de bilatéral sur une problématique budgétaire et même au quotidien, le CFO, il se sentira beaucoup mieux, il fera beaucoup mieux son travail si les départements qui devaient se parler se sont parlés avant et alignés avant. Et ouais, enfin, en tout cas, pour répondre à ta question, pour te donner un exemple très concret, pour moi, tu as deux façons de build un budget. Soit tu fais un zéro base budget, c'est-à-dire en gros, tu repars de rien et tu construis. Ça, c'est souvent ce que tu fais dans les petites boîtes. Et quand tu commences à avoir une certaine taille, tu reprends l'année dernière et tu travailles par variation. C'est-à-dire en gros, tu dis, en gros, si je schématise, soit tu vas lister tous les gens, tous tes prestats, etc. Et tu vas dire, voilà, on attend. Soit tu dis, l'année dernière, on avait 12 millions. Cette année, on veut faire plus X%. Et donc, tu vas regarder par variation comment tu fais évoluer les choses. Alors, sur 12 millions, ça va encore. Et surtout, au marketing, vous avez beaucoup de providers. Je pense que la plupart d'entre vous listez un peu tous vos providers. Là, vous avez mis de l'argent et vous regardez combien vous voulez remettre l'année d'après. Mais quand tu es une boîte énorme, tu fais de moins en moins ça, quoi. Donc, en gros, plus tu vas grossir, plus tu vas travailler en delta. Et pour te répondre très, très spécifiquement, genre vraiment, vraie histoire. Genre, chez Botify, on travaillait du coup en delta. Enfin, on travaillait en zéro base budget, mais globalement, on réfléchissait en delta. Parce qu'à la fin, on regardait le PNL. Et donc, tu regardes les revenus et tu regardes en pourcentage des revenus, qu'est-ce qui est dépensé. Et ton board dit, vous dépensez 23% en G&A. Et donc, en fait, c'est comme ça que tu es challengé en tant que CFO. Parfois, c'est assez bas niveau, hein, malheureusement. Mais c'est, vous avez 23% en G&A. Donc, toi, tu sais qu'ils vont te faire chier sur les 23% de G&A. Donc, tu vas regarder en G&A ce que tu peux foutre ailleurs, tu vois, concrètement. Attends, on va allouer des bureaux à chaque personne, tu vois. Donc, tu mets un peu de bureaux partout, tu vois. Enfin, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre les bureaux total dans une ligne en G&A, tu mets un peu de bureaux sur chaque personne, tu vois. Enfin, il y a des techniques comme ça, parce que un investisseur et un board réfléchit avec un truc qui fait 8 lignes, tu vois, qui est pourcentage du revenu en marketing, parfois un peu splitté OPEX versus people, ou parfois splitté en grandes catégories si tu as des gros budgets de performance marketing, brand marketing, etc. Mais ça va pas plus loin que ça. Donc en fait, tu vois, nous chez Botify, je crois qu'on dépensait genre 5 ou 7% du revenu en marketing. Et un jour, Adrien, le CEO, se lève et dit mais en fait, j'ai vu, c'est pas assez, il faut dépenser entre 15% pour un SaaS. Et donc c'était on dépense 15%. Ok, on dépense 15%. Vas-y, on dépense 15%. Et donc on a dépensé 15%, tu vois. Mais en gros, en fait, parfois c'est ça en fait le truc, hein, tu vois. Donc c'est pas malheureusement parfois beaucoup plus élaboré que ça. Et donc c'est pour ça que je suis assez d'accord. Faut venir avec de l'éducation et une approche encore une fois consciente de dire à qui tu veux ressembler. Est-ce que tu arrives à avoir des benchmarks concrètement aussi. En fait c'est toujours multifactoriel, quoi. C'est-à-dire en fait t'as l'effet le benchmark sur le marché, ce que tu arrives à trouver, les boîtes à qui tu veux ressembler aussi. T'as qu'est-ce que t'as fait qui a marché et que tu peux répéter et que tu peux scaler. Tu vois quand Elliot nous disait l'année prochaine si on dépense 2 fois plus en paid ads, est-ce qu'on peut faire 2 fois plus en lead inbound parce qu'on sait que c'est grave rentable et tout. Est-ce qu'on peut tester, tu vois, est-ce qu'on peut tester de faire plus 50% de paid pour voir est-ce qu'on a plus 50% de lead et qu'à la fin on a plus 50% de revenus inbound, ou est-ce qu'en fait on va se rendre compte qu'on a plus que plus 20%. Et donc je préfère être dans une logique comme ça de test, de dire tiens, testons de plus 50% de budget sur un trimestre et regardons ce que ça donne, tu vois. Est-ce qu'on a fait, ça a pas donné plus 50%. Donc voilà, mais donc du coup moi tu fais des tests comme ça, mais à la fin ça reste des pourcentages de revenus, des pourcentages d'EBITDA, tu vois, enfin c'est comme ça que c'est analysé, hein. Et encore une fois, c'est des pourcentages et des sommes et des mois, donc c'est hyper facile à comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'on est challengé et je suis 100% d'accord avec ce que dit Charles. Et je pense que c'est aussi à nous de vous expliquer que dire, en fait, moi je suis pas challengé forcément sur les ratios de conversion, etc. Je suis challengé sur
versus N-1 versus M-1 et pourcentage, voilà. Mon copain, il attend. Voilà. Et je pense que la discussion est aussi assez différente si ton marketing est dans la marge ou non. Et ça, pour le coup, c'est les situations. Moi, j'ai vécu des situations assez différentes. Plus le marketing est haut dans le compte de résultat, plus il y a du regard. C'est mécanique. Voilà. C'est plus t'es haut, plus on sait que tu es un générateur de business. Et donc, on va te voir comme c'est un pourcentage du revenu, donc c'est la marge sur coût variable, etc. Et plus t'es bas, plus on va te voir comme un centre de coût. Parce que ce qui est en bas, c'est les centres de coût. Donc battez-vous pour être le plus haut possible. Parce que plus vous êtes haut, plus vous allez être challengé, mais plus le levier que vous allez avoir va être important. Alors, c'est pas toujours facile d'être en haut. Hein. Question là-bas. Faut le lancer. Hein. Tu peux envoyer, ouais. Yes. C'est ça le micro? Oui. Ouais. C'est magnifique, j'adore ce petit goodie, je trouve ça génial. Je voulais faire plus de constats, analyses dans ce que vous disiez. La première, c'est que... trois. La première, c'est en effet, on a envie que le CFO soit un persona, parce qu'on est en marketing, mais c'est plusieurs personnes. Et donc, il y en a qui vont être peut-être plus sensibles à certains arguments qu'à d'autres, ce qu'on a vu là. Je pense que ton approche, elle a dû marcher avec ton CFO actuel, qui marcherait pas là. C'est pas grave, hop, on change de stratégie, on change un peu d'approche. La deuxième, c'est par rapport au budget un peu branding. Moi, il y avait un KPI qui avait assez bien fonctionné. C'était de dire c'était mon taux de conversion des campagnes d'outbound qui avait augmenté dans les pays où j'ai fait plus de branding. Donc ça, si vous avez d'autres KPI un peu précis comme ça, franchement, moi celui-là je l'ai trouvé, ça a été un killer, je l'ai adoré, tout le monde l'a adoré, mais il y en a où j'ai pas cette expérience-là, par exemple. Voilà, si vous avez d'autres KPI je trouve ça cool. Ça. En fait, ce que tu décris là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est pas forcément le KPI en soi, c'est plus l'intelligence qu'il y a derrière. C'est dire, en fait, c'est quoi de la brand et comment tu peux la mesurer. Et en fait, c'est toujours pareil. Encore une fois, c'est de l'honnêteté intellectuelle. Moi, personnellement, c'est ce que j'aime, l'honnêteté intellectuelle. C'est-à-dire, j'essaie pas d'être dans une posture de vente. J'essaie de trouver la vérité. Et la vérité, c'est d'être intelligent et de me dire, et je préfère un CMO qui va me dire, en fait, ce truc-là, il est biaisé. Parce que regarde, en fait, il y a aussi ça qui vient impacter ça. Et c'est vous qui êtes expert, c'est vous qui savez en fait qu'est-ce qui est censé impacter telle ou telle métrique d'acquisition ou autre. Et par contre, de dire celui-là, je pense qu'il est très peu biaisé. Enfin, c'est rare d'avoir un truc 100% unbiased, tu vois, mais qui est très peu biaisé. Et donc, c'est un KPI qui est intéressant à regarder pour nous. Et derrière, après, aussi de se poser la question de l'ordre de grandeur de ce KPI. Parce que si tu as augmenté ton taux de conversion de 50% sur un truc où en fait, tu fais 200 de revenus, ça sert à rien, tu vois. Donc en fait, tu as aussi la notion d'ordre de grandeur derrière, de se dire je trouve un KPI qui a un proxy qui est intelligent parce qu'il est moins biaisé et il permet de mesurer du coup un truc plus précis. Par contre, après, c'est soit on l'extrapole et on fait une extrapolation de ça en se disant du coup ça a dû impacter d'autres géographies où il y a par ailleurs d'autres channels. Et donc là, tu peux extrapoler et du coup avoir peut-être une taille critique. Sinon, c'est à minima de se poser la question des ordres de grandeur. D'ailleurs, c'est un truc que je vous conseille si vous faites de l'analyse. Dans la vie, il y a deux trucs très importants, c'est les ordres de grandeur et les produits en croix. C'est globalement, quand tu fais bien ces deux choses-là, déjà, t'es à peu près safe, quoi. Donc voilà, et le reste, c'est un peu moins important dans les Excel, quoi. Un cours de produits en croix tous les mardis soirs à 18h à la salle communale, pour ceux que ça intéresse. Non, mais complètement. Mais enfin, je rejoins. On est sur de la pédagogie, on est sur de l'explication. Est-ce que c'est ce KPI, est-ce que c'est un autre? La vérité, c'est que j'en sais rien en fait. Je suis pas plus sachant. Je suis pas voilà. En revanche, si tu arrives à m'expliquer que ça montre une trend et que tu sais le mesurer et que année après année tu sais le challenger, banco en fait. Encore une fois, vous avez la chance, je pense aussi, par rapport aux financiers, d'être dans un métier où il y a beaucoup de KPIs. Et des métiers où il y a beaucoup moins de KPI. Donc il y en a peut-être trop, donc il faut faire le tri. Mais il y a des gens sur lesquels j'ai beaucoup moins de grip et beaucoup moins de capacité à challenger la tech, mes propres équipes. Comment je mesure la performance d'un contrôleur de gestion? Je ne sais pas en fait. Il n'y a pas de KPI pour mesurer la performance d'un contrôleur de gestion. Donc il y a plein de métiers où il y en a beaucoup moins et vous en avez plein.
Donc il n'y a pas de raison que la relation elle se passe pas bien. C'est une très bonne idée ça. Tu peux demander à ton CFO, et toi comment tu fais pour mesurer la... Parce que du coup non, je voudrais vraiment comprendre, parce que moi je galère sur ma brand à mesurer le ROI. Toi comment tu mesures le ROI de ton comptable et ton compteur de gestion? Attends, on va aller déjeuner. Ça marche avec tous les CFO. Tu veux combien là? T'avais une troisième remarque? Ouais, la troisième remarque, je sens que je vais oublier. Oui, non, il y avait un moment, vous avez touché un point qui était assez intéressant, je pense, quand on est marketeur, c'est de se mettre dans votre tête. Et en fait, les raisons pour lesquelles vous nous challengez, c'est parce que vous allez challenger derrière. Et qu'en gros, je pense qu'il faut qu'on se dise, c'est vous donner les outils pour arriver à défendre ce budget-là. Parce que si vous dites OK, on va vous dire pourquoi t'as dit OK. Et donc, je pense que si on arrive à se mettre dans cette logique-là et du coup construire la relation dont tu parlais au début, en disant en gros, pas comme ça, je pense pas que ça marche avec tout le monde, mais de quoi t'as besoin pour convaincre les autres que ce que je suis en train de te dire est pertinent, peut-être que là, du coup, on arrive à trouver cet équilibre et du coup, une mutualisation de la connaissance. On est nécessaire pour cette conviction, on n'est pas toujours suffisant, c'est tout. C'est pas parce que tu nous as convaincus qu'on va réussir à convaincre derrière, mais il faut nous convaincre, enfin il faut nous expliquer en tout cas, parce que c'est nous qui allons défendre avec le bâton pèlerin. Et on oublie quelqu'un aussi d'important, hein, c'est le CEO. Enfin je veux dire, on parle beaucoup CMO, CFO. Enfin notre boss commun généralement c'est le CEO. Et donc c'est lui aussi. Enfin je veux dire, moi j'ai eu peu de board où quand on parlait du KPI marketing, c'est moi qui prenais la parole. C'est souvent le CEO, si tant est qu'il ait aussi une composante un peu un vernis un peu sales marketing. C'est souvent lui qui va défendre le truc. Donc je parlais de parler aux sales avant, parler aussi au CEO avant, faites-en un allié parce qu'en board, nous on est beaucoup challengés sur le cash, les G&A, etc. Mais sur la partie top line, marketing, etc. Moi j'ai souvent eu des discussions où c'est plutôt le CEO qui prenait le micro. Donc, Domiti, responsable marketing, donc côté market. Moi, j'ai une question. On a parlé de relations, on a parlé de KPI, et j'ai une question très pratico-pratique du coup, vu qu'on arrive sur la fin de l'année. C'est concrètement, est-ce que vous avez une recommandation sur un process best in class pour le construire, pour accoucher de ce fameux budget? Par quoi on commence? Parce qu'entre la strat et le budget, parfois, c'est un peu la poule et l'œuf. Donc, vous allez dire... Ça dépend du niveau de maturité, de la santé financière de la boîte. Disons, une boîte qui est pas en train de couler, qui est ni trop petite, ni trop grosse. Voilà, c'est quoi le point de départ? Est-ce que c'est le CFO qui arrive avec une target validée par le CEO et le board et des hypothèses d'ASP, de conversion, et qui dit donc moi, je pars de ça, voilà ce que je te propose. Et après, le CMO fait un peu un travail bottom-up. Enfin, voilà, est-ce que vous avez des recos là-dessus? Qu'est-ce qui fonctionne pour éviter de se perdre dans les allers-retours, quoi? Alors, déjà juste, Charlotte t'enverra, on a sorti une méthodo en 5 étapes la semaine dernière avec Bulldozer, justement là-dessus. Donc voilà, on te l'enverra, mais allez-y. Alors, je pense que... Et très fort. Je pense que... Alors, oui, ça dépend. Donc ça, je vais pas te le dire autrement. En revanche, tu es dans une boîte qui existe. Donc c'est déjà, moi, je vais te demander... ce qui s'est passé en 22, en 23 et sur les 3 premiers trimestres de 2024. Donc on va partir de ça déjà en se disant qu'est-ce qui s'est passé, etc. Les objectifs, soit j'en ai, donc je vais te dire écoute, le board m'a donné des objectifs, donc si j'en ai, je vais remplir la cellule où je vais les mettre. Si j'en ai pas, on va quand même construire un modèle ensemble où je vais mettre quelque chose et puis ça dépendra de ce que je vais mettre dedans. Donc ça se gère. Si tant est qu'on ait la capacité à construire un modèle. Et après, il n'y a pas de méthode, mais en revanche, à partir du moment où tu arrives avec voilà ce que j'ai fait, voilà l'objectif, et voilà comment à partir du passé, de mes idées, de mes prestats, de mes équipes, je vais réussir à te construire le modèle pour atteindre l'objectif qui peut varier, même si généralement, on va dire mi-octobre, fin octobre, l'objectif de l'année prochaine en termes de top line, etc., généralement, il est plutôt assez bien validé. Je pense que tu as ce qu'il faut pour commencer à travailler. Voilà, quitte à faire plusieurs scénarios, quitte à faire du base 0, quitte à faire du 2% de croissance, du moins 2%. Mais le passé est important. Voilà, tu pars d'une feuille blanche quand tu es avec 3 mecs dans un garage en train de créer le nouveau Facebook. Quand tu pars d'une boîte qui existe,
c'est quoi le passé. Et en plus, là où ça va t'aider dans ta relation, et là, c'est que généralement le passé, il a été construit par le CFO, donc il le connaît, donc il sait ce qu'il y a dedans. Et donc moi, je m'appuierais plutôt là-dessus, plutôt qu'un truc un truc à la Prévert avec les 25 techniques que tu vas mettre en place. Moi, c'est très pragmatique et ça permet d'avancer. Alors, je vais rebondir sur ça pour te donner l'exemple de ce qu'on est en train de faire en ce moment. On est parti avec, donc suite au dernier board, on a un objectif d'entreprise qui est, on a un double objectif et qui est dans pas mal de boîtes, c'est on veut être profitable à horizon X mois. Du coup, pour être profitable à horizon X mois, il y a deux solutions. Soit on augmente la croissance significativement, soit on diminue les coûts. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les deux scénarios avec ces deux hypothèses pour augmenter de X% de croissance ou de diminuer de X% les coûts? À partir de là, on a la top line. On reprend l'historique en effet des 3 dernières années, on modélise tout ça dans un Excel bête et méchant. Alors c'est pas moi qui le fais parce que je suis très mauvaise en Excel, mais en tout cas l'équipe data, elle fait toute la modélisation. On prend la moyenne des conversion rates à toutes les étapes du funnel sur les X. Là on a pris sur les 6 derniers mois parce qu'on a changé toute la strat. Et puis on fait des itérations en se disant par rapport à toute la stratégie qu'on veut mettre en place, on va optimiser telle conversion rate à tel niveau du funnel. Ça nous donne des hypothèses qu'on est en train d'expliquer au CFO en ce moment, en expliquant aussi que si on veut être profitable sur de long terme, on veut diminuer notre payback, donc augmenter notre brand notre investissement brand, et donc là on trouve la bonne balance. Mais tout part d'une feuille Excel avec en effet l'historique, la top line qu'on veut avoir, les différentes hypothèses, et une fois qu'on a ça, on fait un joli PowerPoint avec des mots-clés et des gros chiffres, et puis on le vend au CFO. Je pense que c'est une méthode qui marche en fait, plus tu vas construire un budget de façon granulaire, plus il risque d'être faux. Parce qu'en fait, je peux dire que si tu prends des taux de conversion et que tu saucissonnes le truc de manière incroyable, tu verras qu'en fait, si tu le découpes beaucoup et que tu tires les traits, ça va te donner des chiffres qui n'ont aucun intérêt. C'est encore une fois, ça revient à la notion d'ordre de grandeur. Et donc, je pense que ça marche super bien dans un business qui a un énorme volume et un énorme historique. Donc, si tu as en effet, tu vois, si tu fais de l'enterprise sales et que tu vends 50 deals par an, genre oublie cette méthode, tu vois, genre en fait c'est pour moi c'est pas possible, tu vois. Donc je pense que c'est en tout cas la logique elle est super bonne, je trouve, de dire en fait c'est quoi, est-ce que je pense que c'est étape 1, est-ce que t'as un gros truc qui est défini par le board, et c'est pas toujours le cas, parce que normalement ça, à mon avis, ça doit être les execs qui proposent quelque chose au board. Donc ça, tu peux te dire est-ce que là on a un truc qui fait que là on est dans un contexte particulier, on a besoin d'être rentable. Donc ça, c'est plutôt une directive qui est donnée par le board conjointement avec certainement l'équipe fondatrice. Mais tu pourrais te dire, dans un monde parfait, faudrait que ça soit les execs qui en fait proposent un budget. Et donc je pense que pour moi le budget best in class, si tu fais fi de comment ça fonctionnait par le passé, etc., c'est un truc dans lequel le CMO se met dans les shoes avec l'exec meeting, de dire qu'est-ce qu'on veut aller faire l'année prochaine, que chacun bosse sur en quoi il peut contribuer, combien il peut amener, et donc ça veut dire sales et marketing ensemble, de dire nous, par exemple, quand tu fais du SaaS, c'est on fait 20 millions d'ARR, on pense qu'on aimerait faire 30 si on se donne une vision un peu bold, j'en sais rien. Donc ça veut dire qu'il faut rajouter 10 de net new, tu sais que tu vas avoir tant de churn, donc ça veut dire qu'il faut tant de new. Regarde mes historiques et tu as souvent deux approches. Tu as l'approche productivité des sales, de se dire en fait en gros un sales va me rapporter 1 million par an, donc je prends X sales, fully ramp up, parce qu'après tu as des logiques de est-ce que les sales vont partir, est-ce qu'ils arrivent en milieu d'année, etc. Donc il faut un peu modéliser tout ça. Et après tu as des logiques de taux de conversion, ce qui est une deuxième méthode. Et souvent ce que j'aime bien moi personnellement, c'est comparer deux méthodes et regarder où est-ce qu'il y a des écarts, pourquoi. Et une fois que tu confrontes un peu les deux méthodes, c'est de se dire, si tu prends la méthode qui pour moi marche le mieux souvent sur du SaaS, c'est la méthode par la productivité de la vente, c'est dire comment j'assure cette productivité de la vente avec de l'input marketing. Et donc je vais créer de la demande, et cette demande elle doit augmenter parce que j'ai un besoin de net new ARR, et ça tu peux le décomposer par géographie, par industrie, par tout ce qui fait du sens, sans trop le décomposer, parce qu'encore une fois, si tu décomposes trop, tu vas avoir un échantillon qui est moins représentatif, et donc tu vas être dans des chiffres qui veulent rien dire. Donc c'est bien de décomposer dans une certaine mesure. Par contre, si demain tu lances un pays, ou que tu as un pays qui fait 100K d'ARR et tu dis l'année prochaine on va faire 4 millions, franchement regarde pas le passé, quoi. Honnêtement, regarde éventuellement le passé des autres pays, quoique, mais à mon avis c'est plus un truc où là t'es en train de perdre du temps, plutôt que de dire on va naviguer à vue, on va se dire qu'on est prêt à dépenser tant. Et je pense qu'il y a une autre méthode dans la vie, c'est de dire combien t'es prêt à perdre, tu vois. Et tu veux lancer des US, t'es prêt à mettre combien. En gros il faut entre 3 et 5 millions pour tester, on met 3 millions et puis on voit, et ces 3 millions on les dépense en combien de temps. Donc faut faire attention à pas vouloir toujours appliquer la même méthode.
Parce que en fait, il y a des fois où une méthode marche pas du tout, donc c'est assez contextuel. Donc désolé, voilà, il y a pas de, je fais pas de, pour moi, de langage. Mais c'est ça, heureusement que tu vois, on est des humains, on est intelligents et on s'adapte, et que peut-être que dans un an, on existera encore et que l'IA fera pas tout, quoi. Donc. Voilà. On va peut-être prendre la dernière question parce que le temps. Teamwork. Non, c'est juste une remarque plus qu'une question, hein, vous inquiétez pas. Je sais que vous devez avancer. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un CFO sur scène, un CEO, 2 CMO, mais qui sont aussi des CEO de leurs boîtes respectives, qui du coup aussi ont une logique de budget à respecter, à construire. Donc, petite question rapidement, sans que vous dévoiliez quoi que ce soit, mais comment vous, pour Unlock et Bulldozer, vous abordez la question du budget en tant que CEO de vos propres boîtes? C'est-à-dire soit montant, proportion, décision, enfin voilà. Alors, il y a quand même un biais, on l'a abordé rapidement, mais c'est la taille de la boîte. Tu vois, donc tu vois, pour être complètement honnête, on a prévu avec Enguerrand de passer l'après-midi sur la construction budgétaire de 2025, et en fait on va répondre à cette question cet après-midi parce qu'en fait on est effectivement, il y a plein de scénarios possibles, etc., etc. Donc après l'objectif c'est quel est le scénario qu'on va privilégier, et surtout c'est quoi les objectifs qu'on se fixe, qu'est-ce qui nous semble atteignable, surtout, etc. Dans la philosophie, c'est-à-dire vous êtes au-dessus de toute cette discussion en fait, d'une certaine façon, vous deux, dans cette oui. Non. Oui, bah déjà on n'a pas besoin de convaincre un CFO. c'est déjà ça. Donc voilà, mais c'est vrai que le premier objectif mais c'est ce que disait Charles, hein, c'est l'objectif top line. Qu'est-ce qu'on pense qui est atteignable. Ensuite, t'as tes people. Et à la fin tu regardes ce qui te reste et tu te dis c'est quoi les grosses poches budgétaires qu'on va allouer, avec quel type d'objectif, etc. Dis-nous Jordan, combien tu fais de brand l'année prochaine chez Bulldozer? Quel pourcent de ton budget fait de la brand? Je peux pas encore te dire. Du côté Unlock, c'est très différent parce qu'on est tout petit. Il y a que nous, on est 2, donc déjà on n'a personne à convaincre à part nous-mêmes, donc ce qui est plutôt pas mal. Et surtout, on a encore un revenu qui est petit, donc on n'est pas sur ces dynamiques de budget. On est plutôt au quotidien à se dire c'est quoi notre objectif l'année prochaine. En effet, faire du revenu, mais pas que. C'est un peu biaisé parce qu'on bosse tous les deux à côté, mais on veut quand même se marrer. Du coup, c'est quoi les contenus intéressants à faire? Donc on n'est pas sur les mêmes investissements, c'est plutôt par où on commence, qu'est-ce qu'on peut kick-off, comment est-ce qu'on peut avoir des petits investissements pour un gros retour sur investissement, globalement, et comment on trouve la bonne balance. Donc on n'est pas sur ces mêmes réflexions, parce qu'il n'y a pas de réflexion de people, il n'y a pas de réflexion d'hypercroissance, il n'y a pas de réflexion de rentabilité, etc. On est vraiment sur comment on lance la boîte, par où on commence, et du coup comment on accélère derrière. Une dernière question, peut-être, et après on boucle. Ouais. Magnifique. Bravo. J'avais une question. Quand on construit le budget, notamment dans des boîtes en croissance, par définition, on mélange des sujets qui sont très matures, donc on peut réfléchir en year on year, c'est assez simple, et des sujets qui sont plutôt de l'ordre du build, parce que à la croissance, il faut empiler des... Et donc tous les ans, il y a des nouveautés, même parfois tous les 6 mois, et des nouveaux leviers. Et à la fin, on rentre tout ça dans un Excel. Donc les chiffres, il n'y a pas un petit astérisque en disant ça c'est un truc build, on n'y connaît rien, et ça c'est un truc run, on maîtrise très bien. Donc comment vous appréhendez les sujets de build? Parce qu'à la fin, il faut mettre un chiffre, et en réalité, souvent on se retrouve à dire j'en sais trop rien, j'ai évidemment des benchmarks, des hypothèses, mais je ne sais pas ce qui va se passer sur l'année qui vient. Donc à la fois, j'ai pas envie de mettre un énorme budget, parce que peut-être qu'en fait, on ne va pas faire grand-chose et que dans 3 mois, je te dirai ça, voilà. Mais à la fois, j'ai envie de pouvoir accélérer si ça marche bien. Et est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à respecter? Est-ce que vous dites, du coup, mettons plutôt le plus gros chiffre, comme ça on est safe et on pourra récupérer de l'argent à côté si jamais on a des trucs qui overspend, voilà. Alors, moi, je suis pas, encore une fois, hyper fan des fourre-tout, donc je préfère qu'on fasse un peu de granulaire. Généralement, la réponse que je vais t'apporter, c'est que généralement, l'écosystème dans lequel on évolue, tu traites pas de la même manière un VC qu'un fonds de private equity ou qu'un corporate. Et donc, généralement, sauf anomalie, ton écosystème, il est adapté à la maturité de ta boîte. Et donc, il n'y a pas de honte à aller voir en board un VC en disant, il y a 20% de mon budget marketing qui est lié à l'expérimentation, etc. Parce que c'est un VC. Alors, un fonds de private equity, je serais un peu plus à poil à lui dire on va dépenser 4 bars et on ne sait pas trop pourquoi. Mais dans un écosystème qui a l'habitude de la croissance, les expérimentations, etc., je pense qu'il faut être transparent, il faut expliquer.
je pense pas qu'il faut y aller comme un bourrin en disant je mets une ligne et on verra ce qui se passe. Il faut quand même un minimum d'explications, ne serait-ce que parce que, comme l'a dit Charles, on va raisonner en pourcentage du revenu, on va raisonner en year on year, donc on va forcément avoir des questions qui vont arriver. Tu passes de 4% à 5%. Ah oui, mais le pourcent additionnel, c'est pour l'expérimentation. Ok, qu'est-ce que tu vas faire comme expérimentation? Voilà les 3-4 idées. Et encore une fois, partez du postulat que votre écosystème est censé être adapté à vos questions. Là où l'enjeu va être plus important quand tu vas être en train de vendre la boîte, ou quand tu vas être en train de passer à l'étape d'après, ou tu vas passer au fond d'après, ou au truc d'après, où tu vas avoir un financier ou un décideur derrière qui va pas du tout être adapté à ce que tu dis. Et là, il va y avoir un travail, se retrousser les manches pour vraiment expliquer. Mais dans une boîte qui est backée par un VC ou les fondateurs ou le contrôle, de dire écoute, j'ai 20% de mon budget marketing qui est de l'expérimentation ou qui est du long terme, si tu l'expliques bien, moi ça me choque pas plus que ça. D'ailleurs, quand tu vas vendre la boîte, ce qui est très bien, c'est de dire on a fait plein de conneries avant, regarde, si tu le gères, ça va être beaucoup mieux. Donc de lui dire, tu vois, on dépensait 10 millions, mais en fait il y a 4 millions, c'était des trucs un peu nuls. Voilà, donc toi tu dépenseras que 6. Comme ça, forcément lui il se dit que son BP va être bien meilleur. Mais moi j'ai une vision très, et c'est là où c'est pour ça qu'on fait de la modélisation souvent quand on est CFO, c'est que je pense qu'il y a la vision très simple de pourcentage du budget marketing qui est en pourcentage du revenu qui est dépensé, et après tu dois être capable de la ce que j'ai pas forcément bien fait par le passé et j'ai réalisé après, c'est d'être capable de la breakdown par nature de choses. Donc tu disais t'as du run et t'as des projets, et je pense que sur des projets faut être capable de mettre des budgets, tu vois, un peu comme je le décrivais sur les US c'est un projet, tu dis on veut attaquer une nouvelle industrie, c'est quoi le budget qu'on y dédie, et je trouve que les startups font rarement bien ça, et donc du coup tu mélanges, du coup ça revient à faire du fourre-tout. Tu vas mélanger plein de trucs dedans, alors que si tu es capable de bien dire il y a le run, puis après il y a 2-3 grosses initiatives et elles nous coûtent tant, et on est capable d'avoir un minimum de KPI sur ces initiatives, donc de pouvoir suivre l'évolution de ces initiatives. En fait c'est là où en fait à la fin je pense que c'est une meilleure approche que de pas différencier les différents trucs, quoi. Voilà. On est bon? Merci tout le monde. Merci Jonathan, merci Charles, merci Emmanuel. J'imagine qu'il y a encore plein de questions sur ce sujet. On les envoie vers votre LinkedIn. Je peux poser une dernière question sur la dernière slide? Ah ouais, sur la dernière slide. Désolée. Allez, s'il y a des gens qui doivent partir, n'hésitez pas. Hein, mais c'est une question que j'ai cette année. Je pense que j'ai fait à peu près 10 reforecasts. Parce que à chaque fin de mois ou chaque fin de quarter, enfin au milieu du quarter, on se dit on n'est pas on track, qu'est-ce qu'on fait? On repense et les targets et les investissements, et on a cette agilité en startup qui nous permet de le faire, mais ce qui est quand même fatigant et ce qui nous défocus de notre stratégie marketing. Qu'est-ce qu'on peut faire d'un point de vue marketing pour anticiper ces reforecasts ou pour vous aider à mieux les anticiper, pour les diminuer? Moi, je fais la réponse simple. Moi, personnellement, j'aime bien faire des rolling forecasts, c'est-à-dire, mais après, parce que je pense que t'es dans des boîtes moins complexes que peut-être celle de Jonathan, mais moi, je construis des choses qui permettent de tout le temps être mis à jour, et de toujours pouvoir reforecast en permanence. Donc, en gros, je connecte tout, et c'est mon petit côté geek, et en gros, du coup, je sais que je peux reforecaster en permanence. Moi, ce que j'ai appelé un reforecast est plus, donc du coup, moi, personnellement, je pense que si vous êtes dans un niveau de complexité qui est pas énorme, vous pouvez être dans des logiques où vous avez quasiment un truc qui est tout le temps mis à jour. Donc vous avez la liste de vos people avec les salaires, les gens qui partent, qui arrivent, et vous êtes capable de comparer parce que vous avez un log de j'avais prévu d'avoir tel mec, en fait finalement je l'ai pas, donc j'ai économisé temps, et donc d'être capable de checker, par exemple sur la partie people, j'ai recruté un mec plus cher, ça me fait moins de temps pour mon budget, mais je l'ai recruté plus tard dans l'année, donc ça me fait économiser 2 mois, etc. Donc ça c'est juste des constructions d'Excel, quoi. Et après tu peux faire pareil avec tes OPEX, j'avais prévu d'avoir tant de dépenses sur ce mec là, et pareil pour tes KPI de performance. Et du coup si vous construisez le truc de façon intelligente, alors peut-être avec un data analyst ou voilà, vous pouvez avoir un truc qui en fait permet de tout le temps être à jour. Et moi personnellement j'aime beaucoup dans un monde où il y a beaucoup d'incertitudes et quand la complexité est pas trop grande. Après quand tu es dans des groupes très gros avec des consolidations, des clôtures mensuelles, etc., tu peux plus du tout faire ça, mais je trouve que c'est une des forces de la startup, c'est de pouvoir être dans cette logique là. Donc il y a un aspect conception finalement du budget, de comment il est construit, qui peut être intéressante à creuser. Sinon comment t'évites un reforecast? Je pense en étant honnête tu vois, sur la situation. Et le problème c'est qu'en fait toi t'as beau être honnête, les gens le sont pas forcément, et je pense que tu l'as peut-être vécu, tu dis non on fera jamais ça, ah si on va faire ça,
ok, bah si tu veux. Et puis en fait, bah non, tu vois, je t'avais dit, on le faisait pas, on va pas le faire. Donc sinon, tu prépares déjà des scénarios en disant, moi, voilà, il y a mon scénario, donc toi, tu mets ce que tu veux, mais moi, mon scénario, il est là, et donc tu es capable de le ressortir. Mais souvent, le reforecast, c'est lié à trop d'optimisme, et donc souvent, c'est parce qu'on n'écoute pas assez les opérationnels. Enfin, moi, je trouve. Voilà. Alors moi j'ai bossé que dans des boîtes où le reforecast était timé, il y avait une date, enfin c'était pas du tout parce que le business se cassait la gueule ou c'était encore une fois très très normé. Je pense qu'il faut l'éviter, pas l'éviter. Je pense que ça dépend encore une fois du board. Enfin c'est compliqué, mais en revanche il faut se le rendre plus facile. Et je trouve que la meilleure manière de se le rendre plus facile, il y a deux tuyaux que je vous donnerai. La première, c'est il faut être hyper consistant, c'est-à-dire que quand on a dit quelque chose en février, il faut le garder quelque part. Le CFO, il a horreur de j'ai écrasé la donnée, je me rappelle plus pourquoi je t'ai dit 2 et maintenant je suis à 3. Donc gardez vos informations. Alors Google Sheet n'est pas le meilleur ami pour ça, mais sauvegardez, parce que le DAF, il va envoyer des slides, il a des financiers en face de lui, et donc le financier, il se rappelle que le 14 avril, on lui a dit 25. Donc c'est peut-être 24 maintenant, mais il veut comprendre ce qui s'est passé entre 25 et 24. Donc c'est vachement important de toujours garder ce que vous avez fait par le passé. Et après, on a parlé de moyenne, on a parlé de produits en croix. C'est de raisonner en gap analysis. C'est-à-dire que de toute façon, il y a de l'embarqué. 80% de vos budgets, généralement, c'est du people. Vous n'allez pas les changer. Faire dans un reforecast, ça ne change pas du jour au lendemain. Donc c'est quoi l'embarqué? Et c'est quoi dans le 20-80? C'est quoi le 20% qui peut un peu bouger? Et ça, c'est de créer les outils pour le reforecaster le plus rapidement possible. Voilà. Et de créer aussi cette notion de c'est 3 mois réels, 9 mois, 6 plus 6. Enfin, c'est d'embarquer toujours ce qui s'est passé en réel dans les mois précédents, pour comparer toujours du 12 mois et du 12 mois. Mais surtout, très important, gardez toujours en mémoire, quelque part en archive, ce que vous avez produit. Parce que le financier, c'est bête comme chou, mais il est toujours challengé sur ce qu'il a envoyé, et donc comprendre ce qui s'est passé. Ça a peu bougé, c'est normal, c'est le principe d'un reforecast, mais c'est important de garder et de minimiser les deltas. On est bon? Je vous propose de les applaudir pour les remercier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Il reste du café, quelques croissants, etc., etc. Je vous propose d'en profiter. Merci tout le monde.